Merci d'accueillir celle qui fera l'événement demain à 20h55 dans un document incroyable qui lui est consacré, Madame Véronique Sanson. Madame Véronique Sanson. Véronique. Véronique Sanson en direct et en forme. Et on est bien content qu'elle soit en forme. Elle revient de loin comme vous allez le voir. Ça fait plaisir Véronique, hein? Ça fait plaisir Véronique. Merci. Véronique, très heureux de vous accueillir ce soir. Très heureux de vous accueillir ce soir. Il y a 3 ans, c'était dans Paris Match, vous disiez... Je remonterai sur scène quand j'aurai à nouveau des étoiles dans les yeux et que je serai mentalement prête, loin de mes tourments. Je vous ai vu à l'Olympia, c'était magnifique. Donc ça y est, là, vous êtes reconstruite. On va raconter toute votre histoire et on va donner envie de voir le document demain sur France 3 qui est exceptionnel. Vous êtes en pleine forme? Ah, absolument, oui. Absolument. Oui, je suis vraiment en pleine forme. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Vous revenez de loin. Vous revenez de loin. Votre vie est hallucinante. Vous allez voir, hallucinante, tout. Recherché par Interpol à un moment donné. Vous avez tout eu. 2 fois. 2 fois, quand vous étiez gamine. Et puis plus tard, quand vous étiez avec un mari qui vous battait aux États-Unis. Oui, c'est ça. Quand vous avez quitté Michel Berger, on va y venir, en claquant la porte et sans rien lui dire. Voilà, vous êtes et sans parti rien en allant dire à chercher. personne. Donc c'est pour ça qu'Interpol était à mes trousses. C'était incroyable, puisque Véronique a quitté Michel Berger, comme vous allez le voir demain sur France 3, comme ça, en allant chercher son paquet de cigarettes, quoi. Et elle n'est pas revenue. Et ça, c'est une douleur que vous avez traînée jusqu'à pendant très longtemps. C'est une culpabilité, oui, affreuse, parce que c'est d'une lâcheté redoutable. Hein, et je l'ai payé très cher et très longtemps. Très longtemps, ça vous a même conduit dans les excès, on va y venir tout à l'heure, la drogue, l'alcoolisme. Est-ce que vous dites pas trop, mais enfin... Un peu la drogue, on va y venir. Il y a quand même des extraits de ce que vous racontez sur France 3 demain. On va en montrer un petit extrait tout à l'heure où vous y allez vraiment. Est-ce que vous diriez, pour commencer, que votre histoire est l'histoire d'une résurrection, d'une renaissance, Véronique? C'est une évolution, surtout c'est un changement. Je ne sais pas si vous voulez appeler ça renaissance ou quoi, mais je veux dire, c'est vrai que quand on est au tas, voilà, moi je dirais au tas. Moi j'étais en bas, par terre, plus bas que terre, et quand je suis là devant vous et que je suis ravie d'expliquer aux gens et à la terre entière d'où je viens et comment ça a été, comment c'est arrivé et tout ça, voilà, c'est peut-être une renaissance. En tout cas, on se sent mieux dans ses baskets. Ouais. Il y a une période de votre vie où vous pensiez que vous ne pourriez plus chanter. Oh vous étiez trop détruite pour chanter, donc il y a toujours eu ça, malgré tout. Non, oui, j'étais peut-être trop détruite pour chanter, mais j'ai continué, je chantais quand même. Moi, je me trouvais très bien. Hein. C'est ça le problème peut-être, vous vous sentez très bien, c'est les autres qui vous... Et notamment votre fils, vous racontez qu'il vous emmène dans une maison pour sortir de l'alcool. Ça va être le premier chapitre, l'alcool. Et puis comme ça, on va l'évacuer et reprendre tout le reste. Mais l'alcool, la dépendance à l'alcool, c'est pas pour rien. Vous dites, on boit quand il y a trop de chagrin pour s'anesthésier. J'ai été une grande alcoolique, ça m'attirera toujours. On y vient dans un instant. On précise simplement, évidemment, comme d'habitude, vos SMS au 61 003. Toutes les questions et vos messages d'amour pour Véronique. 61 003, ça passera en direct, en bas de l'antenne. On commence par le premier chapitre, l'alcool. Vous en parlez demain sur France 3. Voilà le premier extrait. Voilà, oui, je suis alcoolique. Ok, maintenant, vous le savez tous, et ça fait longtemps, et c'est pas un privilège masculin. Je ne fais jamais rien moyennement. C'est toujours très violent, très tendre, c'est toujours très... Moi, je suis quelqu'un d'excessif, toujours très excessif, dans tout. Je vais me mettre en danger. C'est-à-dire que s'il y a un trou noir dans un vieux mur et que je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, eh ben je plonge la main dedans pour voir ce qu'il y a. Véronique, pour clarifier tout ça, les grandes périodes marquées par l'alcool, vous diriez que ça a commencé quand dans votre vie? C'est quand je suis partie aux États-Unis.
Donc quand vous quittez Michel Berger, comme ça... Oui, je n'avais jamais bu, enfin si, j'avais bu de l'alcool, mais enfin du bon vin et tout ça. Puis après, ça a été, quand je suis partie et que j'ai vu, en plus c'était les années 70 où c'était vraiment la mode. Celui qui buvait pas, c'était un crétin. Celui qui s'en mettait pas plein le pif, c'était un crétin. Vous suivez là-bas l'amour. Un amour de votre vie, celui qui est le père de votre fils, vous en a fait baver, mais qui était un chanteur, on va y venir tout à l'heure, très 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 célèbre, hein, puisque les Who, puisque les Beatles un chanteur célèbre, étaient à votre mariage. Donc vous le suivez, il est dans tous les excès, vous allez dans les excès avec lui. Oui, pour voir. Pour voir. Pour voir, je vais voir. Est-ce que aussi c'était pour anesthésier la douleur d'avoir quitté Michel comme ça et d'en avoir, puisqu'on va y venir tout à l'heure, mais vous aviez très honte de ça, vous culpabilisiez. Est-ce que c'était aussi ça pour anesthésier une forme de mal-être par rapport à Michel? Oui, absolument. C'était pour m'anesthésier et c'était aussi, et je m'en rends compte maintenant, pour me punir. Pour vous punir? Voilà, c'était pour me punir. Vous aviez fait mal à Michel, il fallait que vous fassiez du mal. Oui, il fallait que je me fasse du mal à moi. Vous avez traîné cet alcoolisme jusqu'à quand? Enfin, jusqu'à il y a 2 ans, 3 ans. 3 ans. Et là, vous étiez à peine fréquentable pendant toutes ces périodes-là? Oui. Oui, c'est-à-dire j'ai vraiment fait le vide autour de moi parce que on m'invitait plus jamais parce qu'on disait bon ben voilà l'alcool de service qui va venir, elle va pas être gérable. Et donc j'ai fait le vide autour de moi et puis surtout j'ai commencé à me rendre compte que j'en étais vraiment, que j'étais arrivée très très loin. Quand vous dites je m'en suis rendu compte, comment vous en êtes rendu compte? Puisque c'est votre fils, hein, Christopher, il s'appelle, hein, c'est ça? Oui. Qui à un moment donné vous a prise en main et vous a envoyé en maison de désintoxication. Oui, c'est ça. Ça. Vous en êtes rendu compte parce que... Je m'en suis rendu compte parce que d'abord je m'en rendais compte, mais on minimise toujours. On se croit invisible quand on a trop bu, on se croit invisible, on se croit très drôle, on se croit. Moi, je sais que j'ai commencé à boire parce que je me trouvais beaucoup plus drôle, moins timide, moins que quand j'avais rien bu du tout. Et donc il y a toujours un début qui est magnifique parce que c'est le plus grand anxiolytique du monde, l'alcool. Et puis après, c'est euphorisant. Et après, donc c'est très difficile à établir la frontière entre boire des coups de temps en temps, comme vous devez faire, et puis vous aussi, et devenir dépendant. Aujourd'hui, vous êtes plus alcoolique. Il vous arrive encore de picoler un peu, Véronique? On est toujours alcoolique. Et il vous arrive de boire? Dites la vérité. Si, il m'arrive. Ouais. Ben oui, mais ça me plaît pas du tout. C'est pour voir. Ça me fait toujours de l'effet, et en fait, pas du tout. Du tout. Vous avez été aidé en allant aux alcooliques anonymes. Ah oui. Mais pour le coup, le mot anonyme, pour vous, enfin, je veux dire, il devrait y avoir une structure qui s'appellerait les anonymes célèbres, les alcooliques célèbres. Parce que anonyme, vous ne l'êtes pas par définition. Vous voyez ce que je veux dire? Quand les gens vous ont vu arriver dans le groupe, ils savaient que vous étiez Véronique Sanson. Oh bah bien sûr, il y a plein de gens. Elton John l'a fait aussi, Anthony Hopkins l'a fait aussi, donc tout le monde savait qui c'était, mais c'était ça ou rien. Et les alcooliques anonymes ne jugent pas, tout le monde s'imagine que c'est quelque chose de sinistre et qu'on va être jugé, qu'on va être accusé. Pas du tout. Quand on entend des témoignages, mais absolument drôles, et qui ont le recul, enfin la dérision du recul plutôt. Et c'est très amusant et on en ressort beaucoup mieux que quand on est rentré. Mais même les alcooliques qui sont là depuis 20 ans. Parce que quand on n'est pas ex-alcoolique. On est toujours alcoolique. Tous les jours, on se lève le matin et on dit... On n'est pas ex-diabétique. On est diabétique, absolument. Alors, l'alcool, c'est un de vos excès, donc mais on découvre... Alcoolique abstinent. Abstinent. On vous souhaite le plus d'abstinence possible, le plus longtemps possible. Aussi. On découvre dans le documentaire que l'excès, alors là, l'alcool, mais l'excès en tout genre, ça, c'est votre truc. Vous êtes une vie faite d'excès en tout genre, gamine déjà. Vous n'alliez pas à l'école alors que vous étiez dans une éducation bourgeoise pendant 6 mois entiers. Vous faisiez croire à vos parents que vous alliez à l'école pendant 6 mois. Et vous n'y alliez pas. Mais vous avez quel âge à cet âge-là, à ce moment-là? Je devais avoir 13 ans, 14 ans. Et à 13 ans, 14 ans, une gamine, quoi, vous séchiez 6 mois de l'année entière. Oui. Mais je me faisais des mots formidables. Hein. Vous étiez forte, hein? Très forte. Une signature de maman, signature de papa. On vous envoie en pension en Angleterre, là, pareil. Vous faites une fugue pour vous punir. Vous faites une fugue. Interpol vous recherche. Oui. Votre vie, c'est quand même que ça, quoi. Que des trucs incroyables. Jusqu'au moment, à un moment donné, on fait un bond.
excès aussi dans la drogue, une partie, un petit moment. Regardez ce que vous dites demain sur France 3, puis vous en parlez après. Puis après, on va être beaucoup plus drogue, sentimental. Ça dépend lesquels, parce que c'est bon, il y a des trucs que j'ai jamais touchés, par exemple comme l'héroïne, qui m'a toujours fait une Pas de piqûre, bleue. ouais. Ah non, puis en plus ça, en plus. Mais c'est vrai, bon, il y a d'autres trucs aussi, qui sont rigolos. Ils sont rigolos. Regardez l'extrait, à déconseiller évidemment. Pour que j'ai un sourire sans limite, il me donne d'étranges médecines qui vont du jus d'orange à la cocaïne. Dans les grandes villes, rien n'a changé. Après avoir vécu une vie très sage avec Michel, là je suis plongée dans une espèce d'ouragan amusant. J'étais paumée, parce que moi je ne savais pas du tout ce que c'était que ni l'alcool ni la drogue, franchement. Puis je me disais, mais ils font là. J'étais vraiment paumée, et puis j'ai très très vite appris. C'est pas que j'aimais tellement ça, c'était vraiment pour faire comme tout le monde. Parce que quand on est dans son état normal, c'est-à-dire clair, clean, et qu'on voit tous les gens autour de soi pas clair, pas clean, et on se dit, bon, je vais me mettre dans le même état pour être à niveau. Ce qui est d'une bêtise incommensurable. Une bêtise incommensurable, sexe, drogue and rock'n'roll, puisque vous quittez Michel Berger, où vous aviez une vie plan-plan, pépère, tranquille. Très très sage, oui. Très très sage. Oui. Vous suivez Stephen Stills, on va y venir tout à l'heure. Là, vous arrivez dans l'enfer des États-Unis, et là, vous essayez tout, quoi. Macao, l'enfer du Et jeu. dès le Macao, début- vous dites. Hein. Dès le début, vous regrettez, d'ailleurs, on ne va pas faire de la psy à deux balles, mais cette culpabilité de quitter Michel Berger dont vous parliez, vous ne voulez pas l'avoir une deuxième fois, parce que votre sœur vous propose, le jour du mariage, de partir par la fenêtre. Elle vous dit, j'ai ma voiture en dessous, et vous sentez que ça va être la catastrophe, ce mariage, et vous ne le faites pas, comme si vous vouliez vous punir. Je l'ai fait par politesse. Voilà. Vous êtes marié par politesse. Oui, oui. tout à Vous fait. dites, il y avait les Beatles, il y avait les Who, donc je Non, suis puis il y resté. avait mes parents, il y avait ses parents, il y avait des gens qui étaient venus du monde entier pour ce mariage, dont je me souviendrai toujours parce que la mairesse ressemblait comme deux gouttes d'eau à Groucho Marx. C'était inouï, inouï. Et bon, je me suis mariée par politesse et puis j'ai eu des bons moments aussi. Mais vous l'avez payé cher. Ah oui, ça, franchement. Et j'avais qu'une envie, c'était de rentrer en France pour retrouver Michel et j'osais pas, Et j'ai jamais ça. osé. Parce que vous verrez ça demain sur France 3 et tout à l'heure, mais vous vouliez même le tuer, Stephen Stills. Vous vouliez payer des gens sur sa tueur à tête, gages. un tueur à gages pour qu'il aille. Et lui, il voulait venir vous tuer. Ça a été très très dur aux États-Unis. Michel Berger, regardez comment vous en parlez demain soir. Michel Berger, c'était mon premier grand amour. Mais s'il n'y avait pas eu la musique, je ne sais pas du tout s'il serait tombé amoureux de moi et moi de lui. Ça nous a beaucoup rapprochés et ça nous a attirés l'un vers l'autre pendant toute notre vie. Je le dis bien, toute notre vie. Et je me demande si cet amour aura un lendemain. Quand je suis loin de lui, quand je suis loin de lui, je n'ai plus vraiment toute ma tête. Et demain, c'est 2 heures comme ça d'une intensité poignante. Puisque là, on survole, mais demain, vous allez comprendre. Et c'est mieux qu'une fiction, votre vie, Véronique. Le problème, c'est que vous êtes héroïne de cette fiction et que vous êtes fait très mal. Mais en même temps, aujourd'hui, quand on vous voit comme ça, et que Non, vous non, êtes... non, mais c'est vrai, je me suis fait très mal, mais c'est comme ça. Et puis je me suis fait beaucoup de bien aussi, parce que c'est vrai qu'il faut... Le passé, c'est très très important, parce que ça vous... Il y a un dessin. Michel Berger serait encore vivant, elle passerait chez Bataille et Fontaine, Véronique Sanson, pour ouvrir le rideau. En tout cas, vous êtes livré comme ça totalement. Racontez-nous comment un jour on peut, alors qu'on est amoureuse d'un garçon qu'on connaît depuis l'enfance, comme vous le raconterez demain, partir comme ça, du jour, mais comme ça, en allant chercher un paquet de cigarettes. C'est pas quelque chose, pas du tout prémédité.
Si, c'était un peu prémédité, mais je n'osais pas le faire. Et je me suis dit, il faut le faire de la manière la plus affreuse possible. Comme je le disais tout à l'heure, par lâcheté, parce que je n'avais pas le courage de le regarder dans les yeux en disant, moi j'ai envie d'aller rigoler aux États-Unis, ici c'est trop sage pour moi. Et voilà, j'ai pas su le faire, j'ai pas voulu le faire, j'ai pas... Donc un soir, vous êtes parti comme ça de la maison en disant je reviens, et vous n'êtes jamais revenu? C'est comme ça, matériellement parlant, c'est pas la légende, ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Racontez ça, racontez cette. Voilà, mais j'ai dit, bon, on habitait quai de New York à l'époque et il y avait un petit tabac en bas. Et j'ai dit, je vais chercher des allumettes ou des cigarettes et je ne suis jamais revenue. Par contre, j'avais tout bien prémédité parce que je suis allée chez mes parents, c'était très tard le soir. J'ai ouvert, j'ai pris mon passeport. Je suis allée à l'aéroport, j'ai attendu le premier avion et je suis partie pour New York. Là, c'est l'enfer. Michel vous manque en permanence. En permanence. Et est-ce que cette souffrance, ça a été la source des plus belles chansons que vous avez faites? Parce que vous êtes répondus l'un et l'autre par chansons interposées, on en a des frissons quand on les écoute. Finalement, cette souffrance, c'est ce qu'elle vous a nourri artistiquement en même temps. Oh, mais bien sûr, c'était comme si... comment dire... C'était écrire comme au XVIIIe siècle, on s'envoyait des lettres et par bateau et ça mettait 2 ans à arriver, puis 2 ans à revenir. Et nous, c'était comme ça avec les albums, c'était pareil. Et on attendait, parce que j'envoyais pas les disques à Michel avant. Il les découvrait comme ça, en écoutant la radio. Oui. Et il savait que telle chanson était pour lui. Bien sûr qu'il le savait. Et vous, moi pareil. aussi, je le savais aussi. Il y a beaucoup de SMS qui arrivent, qui demandent quelle est votre relation avec France Gall. Parce que c'est vrai, quand on vous écoute, quand on vous lit dans la presse, quand on vous regardera demain, on a un peu l'impression que Michel, vous étiez l'amour de sa vie, qu'il était l'amour de votre vie, et que France, finalement, c'était un amour de substitution. Or, c'est ce que vous racontez aujourd'hui. Elle raconte évidemment un peu autre chose. On a l'impression que le grand amour de Michel Berger, c'est France Gall, quand on est de l'autre côté. Quelle est votre relation avec France Gall? Vous êtes en froid? C'est-à-dire qu'on ne se voit pas du tout. On ne se voit pas du tout. On était très... on s'est beaucoup vus. Elle est même venue avec Julien Clerc me voir dans le Colorado où j'habitais à l'époque. Et puis, bon, après, mais je ne pourrais pas vous parler de relation parce que je la vois jamais. Pourtant, dans le document, vous dites que vous voulez lui écrire des chansons aujourd'hui. Mais oui, j'aimerais bien. Je veux dire, c'est parce que je sais qu'elle les chante très très bien. Moi, j'ai toujours dit qu'il y avait c'est pas prétentieux, hein. C'est sans prétention ce que je dis, c'est qu'il y a 2 personnes qui savent chanter Michel Berger, c'est France Gall et moi. Mais de vous entendre, vous ne croyez pas que ça peut lui faire mal à France Gall d'entendre que finalement l'amour de sa vie à elle, c'est l'amour de votre vie à vous? C'est pas moi qui l'ai dit. Ça fait un peu comme s'il ne s'était jamais remis, alors qu'il était marié avec France Gall, qu'il a fait 2 beaux enfants, qu'il a reconstruit sa vie finalement, Michel Berger. Mais oui, mais je suis absolument d'accord qu'il soit bien remis. J'étais très contente que quelqu'un prenne soin de lui. J'étais très contente et je suis pas... j'ai été jalouse d'ailleurs quand il s'est marié avec France. Tu vois pourquoi? Mais je me suis dit, oh là là, voilà, j'ai raté quelque chose. Vous avez raté quelque chose. Et à sa disparition, quand on le voit, les images demain sur France 3... J'ai mouru aussi. Voilà. C'est tout, c'est vrai. C'était inenvisageable, ça. Inenvisageable. L'enfer, vous l'avez connu avec Stéphane Steele. On ne va pas passer cet extrait-là, on le laissera pour demain. Mais vous avez aussi connu des beaux moments. Vous avez connu plein d'hommes, Véronique. Plein d'hommes. Ouais. Ah, ouais. Ouais. Ben oui, vous en avez épuisé quelques-uns aussi. Oui, pas beaucoup. Un mariage extrêmement médiatique et c'est poignant ce que vous racontez, celui avec Pierre Palmade. C'est demain. Ça nous a fait de la peine, vraiment, ce qu'on a dit sur nous. J'avais l'impression qu'on nous avait sali, qu'on avait sali quelque chose qui était pur et vrai, et sincère en plus. Évidemment que ça a fait jaser plein de gens parce que tout le monde connaissait la réputation de Pierre. Bon, c'était la sienne. Moi, si j'ai choisi de le suivre, c'est mon problème. Moi, je m'en foutais complètement, en fait. Je m'en fichais complètement qu'il aime les hommes. J'aime mieux qu'il aime les hommes que les femmes. Oui, parce que ça m'arrangeait, je sais pas, quelque part. Et ça m'a jamais, franchement, ça m'a jamais gêné du tout. S'il rentrait 2 jours après qu'il soit parti, je lui disais pas, où t'étais? Je sais où il était.
Vous voyez toujours avec Pierre, vous êtes... Ah oui. Parce que quand on regarde comme ça votre parcours, le moment où ça redémarre pour vous, l'album sort cette année, en septembre 2004, il se vend extrêmement bien, la tournée, etc. C'est à ce moment-là qu'on apprend que vous divorcez avec Pierre. Ça faisait très longtemps que vous étiez déjà séparés finalement. Oui, Mais vous êtes, on n'habitait vous plus êtes ensemble. unis comme les doigts d'une main? Ah oui, on est très unis. Il ne faut vraiment pas toucher un cheveu de ma tête et ni les autres. Toucher un cheveu de sa tête à lui. On est très très amis, très respectueux l'un envers l'autre. Et on a une tendresse très particulière. Il y a vraiment quelque chose qui est très spécial et très particulier entre nous. En même temps, vous avez dit, il vous a fait énormément souffrir. Ah ouais, c'était un abominable lutin. Mais c'est vrai, il m'a fait des coups pendables. Par exemple, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a enfermé à clé dans l'appartement. Hein, et je ne pouvais pas ouvrir de l'intérieur. Et il a planqué toutes les télépoufs. Enfin, je veux dire, les Commande. les télécommandes. Il avait pris tous mes livres et puis ils les avaient cachés. Et tout ce qui me restait, c'était les Tortues Ninja. Alors ça, Vous étiez deux gamins, quoi, en fait. Hein. Ah non, mais alors je m'en ai voulu. Je comprends. Il y a des SMS qui passent qui demandent si vous avez vraiment vécu ensemble. Et c'est ça tout le problème. Si, on a vécu c'est ça le problème de votre histoire, c'est que personne n'y a cru alors que vous étiez fou amoureux. Et pour bien connaître Pierre, s'il n'y avait pas de doute, quoi. Vous aimiez. Non, mais c'est vrai, mais il y a un truc aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que je ne me suis pas rendu compte, et lui non plus d'ailleurs, que j'avais 19 ans de plus que lui. Et que forcément, lui qui adorait sortir, faire la fête et tout ça, moi, à un moment donné, je ne pouvais plus suivre ça. Je ne pouvais plus. J'étais épuisée. Épuisée. La suite, c'est demain sur France 3. Quand vous voyez toutes ces éloges partout dans la presse pour dire c'est magnifique, j'ai rarement lu autant de presse sur un documentaire pour dire que c'est à ne pas rater. Vous qui êtes ressuscité aujourd'hui, ça vous inspire quoi? Ça vous donne de l'énergie? Mais ça me donne de l'énergie incroyablement, ça me donne de l'espoir, aussi, je suis contente que les gens le regardent, comme ça ils me connaîtront mieux. Ils viendront vous voir en tournée, puisque vous êtes une tournée dans toute la France, quelques dates, puisque nous on a eu le privilège de venir vous voir à Paris, Lyon le 30 mars, Marseille le 5 avril, Carcassonne le 16 juillet, Monaco le 7 août, partout, quoi. Ça y est, vous avez de l'énergie pour aller faire la fête avec les gens. Après vous allez vous coucher ou alors... Non, après je vais me coucher. Vous allez vous coucher, c'est fini les bars et tout ça? Mais je peux pas, parce qu'on dépend d'un organe, c'est sa voix. Et le plus réparateur, la chose la plus réparatrice, c'est le sommeil. Et puis en plus vous êtes amoureuse maintenant, voilà. On le voit dans le doc, vous êtes amoureuse. Donc vous avez un homme qui vous tient à la maison en même temps. Ah ouais, alors là, pour me tenir, il me tient. Il vous tient. Je suis partout. Demain, Véronique Sanson sur France 3 à 20h50. L'album Longue Distance dans les bacs depuis le 14 septembre. La tournée, la douceur du danger. Merci beaucoup Véronique Sanson. On attend demain avec impatience pour vous voir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Et nous, on va continuer, Guy, l'émission. Si vous le voulez bien, on va continuer l'émission ensemble, puisque l'émission, c'est plein d'autres choses. Merci d'accueillir Monsieur Jean Dujardin et Clovis Cornillac à l'affiche dans 10 jours d'un film dont vous n'avez pas fini d'entendre parler, Bryce the Nice. Jean Dujardin, Clovis Cornillac. Clovis. Installez-vous. Voilà. Bonsoir. Monsieur. Merci d'accueillir Monsieur François Barouin. François Barouin qui sera sur France 5 la semaine prochaine pour un document dans un autre genre. François Barouin. Installez-vous, François Barouin. Plus jeune député de France, plus jeune ministre, maire de Troyes, ami intime, fils spirituel de Jacques Chirac, un petit côté Harry Potter, Jean-Luc Delarue aussi. Très aimable. C'est que des compliments. Comme Chirac, c'est-à-dire il vous tend la main en soulevant les sourcils. Ah. J'ai remarqué ça, vous avez le même tic que lui. Que de la rue ou... Non, Chirac. Ah, Chirac, d'accord. On va y venir dans un instant puisque Jacques Chirac, 40 ans, sa première victoire électorale, ça donnera un parcours tout à l'heure qu'on va retracer en images. On va accueillir également dans un autre genre Marlène, si vous voulez bien.
Marlène. Installez-vous.